Bien, bonjour à tous en distanciel, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Marie Gomas, un jeune médecin plein de talent, vous avez vu ma tête, jeune retraité, et j'étais gériatre, spécialisé à la douleur, de somatique, de sujets âgés, d'éthique. Je suis enseignant universitaire sur ce sujet-là, je suis un des fondateurs encore survivants de la Société française de soins palliatifs. Tous les autres sont morts, sont des membres à la retraite. Et puis, je vais intervenir aujourd'hui avec Pascal Fabre, qui est accessoirement ma meilleure moitié, mais surtout expert avec moi auprès du gouvernement et du Parlement, puisque depuis plusieurs années, nous sommes tous les deux très engagés dans la défense d'une certaine éthique des soins qui est évidemment incompatible avec la dépénalisation de l'euthanasie et l'autorisation de suicide assisté. Et comme vous savez, la loi est en train d'être préparée. Nous participons à des commissions de travail actuellement qui ont démarré et nous avons déjà fourni de nombreuses fiches techniques au gouvernement, au Parlement qui ont beaucoup de mal à comprendre de quoi il s'agit. Et il est probable que la loi sera donc votée fin 2023, partira au Sénat, conflit entre les deux assemblées, ça finira en commission mixte paritaire au printemps 2024. Donc, il faut arrêter de dire s'il y a une loi, la loi va arriver et nous nous battons pour qu'elle soit la moins destructrice possible de notre monde anthropologique et de notre monde de soins. Donc, si Vincent peut mettre la première diapositive, parce que vous avez le fil de notre discours, Pascal est en train d'être interviewé par un journaliste et va me rejoindre tout de suite. Notre vie est assez... là, le diapo ici. Voilà, il faut partager l'écran. Il faut aller dans le sous. Voilà. On reçoit des appels de gens qui n'arrivent pas à cliquer sur le lien. Super, merci beaucoup. Donc, voilà la présentation des... Non. Ça. Voilà. Donc, il faudrait plusieurs heures pour aborder les enjeux éthiques et les aspects juridiques, sociétaux, médiatiques et politiques de notre sujet. Je vais me concentrer de pallier quelques bases, Vincent, assez vite. Ah oui, je vois ça. Et la question, c'est que penser après l'avis 139 du CCNE et les conclusions de la manipulation citoyenne? Oui, nous, les experts, on n'appelle pas ça convention citoyenne, on appelle ça manipulation citoyenne. Je n'aurai pas le temps de vous détailler à quel point ça a été mensonger dès le début, manipulatoire dès le début, dès le premier week-end. Et il ne faut donc pas s'étonner que la conclusion de cette manipulation citoyenne est ouvertement pro-euthanasique. Voilà, Pascal Fabre nous rejoint. On vient de commencer. Et notre légitimité aujourd'hui devant vous, c'est donc qu'on est des spécialistes, des écrivains, des auteurs et des fournisseurs de fiches techniques pour nos responsables politiques. Suivant, s'il te plaît. Le problème, c'est si tu pouvais enlever la barre là-haut. Celle-là, Voilà. je ne suis pas sûr. Je peux peut-être la monter. Donc, le début, c'est vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, j'entendrai ce que je veux. Voilà. Ou en Et bas. vous pouvez bien entendre ce que vous voulez, mais je dirai ce que je veux. Nous faisons sans arrêt des conférences et des entraînements là-dessus. On sait que la société contemporaine, quand vous lui dites quelque chose de factuel, de cadré, de prouvé scientifiquement, vous avez la moitié de la salle qui vous dit « oui, mais quand même, c'est pas mon avis ». Les faits sont démentis par mon opinion. Mais les étudiants à la fac, régulièrement, disent « Docteur Gomas, je ne suis pas d'accord. Excuse-moi, chérie, mais ce que je suis en train de te dire, c'est du validé, du factuel, du prouvé, etc. Non, je ne suis pas d'accord. C'est vraiment un autre type de fonctionnement que je ne rencontrais pas il y a 30 ans et qui maintenant absolument quotidien. Suivant, s'il te plaît. Donc, le challenge, ça va vite parce que ce sont des diapos animés, donc il faut cliquer sans arrêt, c'est pour ça. Idées reçues, fake news, méconnaissance, c'est notre pain quotidien en ce moment, que ce soit avec la responsable politique ou avec les professionnels de santé.
confronté au dogmatisme sur euthanasie, suicide assisté, et puis les mensonges délibérés des activistes de l'ADMD. L'ADMD, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui fait auprès des députés des communications mensongères, qui injurient les soins palliatifs. Enfin, on a beaucoup de difficultés. Grande nouvelle, la seule manière de vivre, c'est de vieillir. Et donc, suivante, de mourir un jour. Et suivante, et mourir, c'est normal. Et rien que ça, je vous garantis, ça donne des plaques d'eczéma à beaucoup de gens. Responsables politiques, journalistes, responsables soignants, et la société tout entière, suivante, est dans un... suivante, vas-y, tu cliques. Les médias, les intellectuels qui parlent de l'inéluctable, comme si c'était scandaleux. Ils parlent de la fin de vie, c'est inéluctable. Oui, c'est normal. On est dans l'impasse thérapeutique. Ben oui, c'est la vie. Puisqu'on va mourir un jour, être dans une impasse thérapeutique parce qu'il n'y a plus de solution pour vous empêcher de mourir, c'est normal. Or, dire impasse thérapeutique déchaîne les passions, les réactions, la révolte. Et il n'y a plus rien à faire. Ben oui, mon bichon, c'est normal. Tu es en fin de vie, tu es un humain, il n'y a plus rien à faire pour t'empêcher de mourir. Et ces expressions-là lessivent le cerveau de la population tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est très impressionnant. Et même dans nos cours, dans nos conférences, quand on dit ça, on sent, alors vous, aujourd'hui, pas vous, hein, les autres, on sent une certaine réticence à me suivre. Comment? Je vais mourir, c'est normal? Je suis d'accord? Ouais. Suivant. Donc, tu comprends pourquoi je voulais dépasser moi-même. La loi ne répond pas à toutes les situations, mais bien entendu. Et je suis scandalisé que la Première ministre ait demandé à la Convention citoyenne une question, est-ce que la loi répond à toutes les situations, est-ce qu'il faut la changer? Je suis scandalisé que personne ne lui dit au ministère, ne posez pas cette question-là, vous vous ridiculisez, la loi est de portée générale, elle ne peut toujours jamais répondre à tous les cas particuliers, et scandalisé qu'avec une hypocrisie que je dénonce ici publiquement, les professeurs de droit, qui ont pourtant leur collège national, n'aient pas dit, Madame la ministre, si vous pouviez éviter de dire des bêtises juridiques, ça serait mieux pour notre pays. On ne pose pas une question aussi stupide sur le plan juridique. Et c'est passé, et elle a été posée. Incroyable. Donc, vous voyez, je suis très factuel et pas cocu. Suivante. Donc, les soins palliatifs, c'est une confusion permanente. Les soins palliatifs, attention, c'est pas que la loi. D'abord, avant la loi, les soins palliatifs, c'est prendre soin. La pathologie mentale, avant la loi, c'est prendre soin. N'oublions pas que notre plateforme, c'est pas Leonetti. Notre plateforme, c'est prendre soin dans l'humain. Et ça précède la loi Leonetti. Et tout ça a été mis en place. C'est une démarche de soin, c'est une philosophie de soin. Peut-être que tu peux cliquer chez toi qui connais un peu le Alors, on peut essayer ça. Je passe pour les caméras pendant tout le monde. Je pense que le pauvre Vincent, là, il a un enfant dans le rouge. Ça, j'ai déjà fait. Ça commence très mal. Bon, je reviens en arrière, non même pas. Attends. On va l'installer sur la petite table. D'accord. Voilà. Bien. Est-ce que là, moi, j'ai envie de jouer à ce que je fais. C'est magique, ce truc. Tu as les diapos, sans diapos. Oui, le problème, c'est que Tesla, le fil du discours est quand même supporté. Bien. Installe-toi. Là? Et tu fais non, plutôt celui-là. Non, c'est pas grave, celui-là. Mais toujours trahi par la technique ou par les siens, comme vous le savez. Regarde, quand on le fait, tu fais, eh ben, tu fais voilà, celui de gauche. Voilà, ça va dire. Et je ne suis pas hors sujet, je sais que je dois parler de la situation. Ça, c'est la base suivante. Fin de vie, ce n'est pas les sympathiques. Je rappelle que sur les 670 000 morts par an en France, 670 000 morts par an en France, 1000 par jour en été, 2000 par jour en hiver, c'est loin des mensonges du Covid, eh bien, tous les malades qui sont en fin de vie ne sont pas somatifs. Et un certain nombre d'entre nous mourront normalement en service des bus sans un millimètre de somatif, c'est normal. Et le somatif, ce n'est pas l'euthanasie. Suivant. Donc, très important de choisir les bons mots pour le reste de cette matinée. On va accepter la finitude suivante. Démarche palliative des années, soins palliatifs des mois. La fin de vie, c'est des semaines. La phase terminale, c'est des jours.
L'agonie, c'est des heures. Vous aurez toutes ces diapositives, hein, rassurez-vous. Et il y a 4 lois, vas-y, 4 lois qui fondent notre approche de la fin de vie et qui conditionnent le respect de la fin de vie et le sens de l'éthique des soins. 99, l'accès collectif. 2002, l'information du malade. 2005, la loi Leonetti, regardez la dernière ligne, interdiction d'acharnement thérapeutique. Donc, tous les gens qui disent « je ne veux pas être prolongé », mais détendez-vous, respirez, c'est la loi. Soit parce que vous êtes suivi par une équipe qui ne connaît pas la loi, soit vous êtes suivi par une équipe qui est dans l'acharnement thérapeutique, mais c'est interdit. Quand Lynn Renaud nous dit « je ne veux pas être prolongé », d'abord, personne ne peut la prolonger, mais ensuite, c'est la loi. Hein. Et puis ensuite, 2016, Claes Leonetti, l'introduction de la fameuse sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. C'est ce plateforme juridique s'accompagne de textes, Haute Autorité de Santé, Société de Champagne, Société de l'Odeur, Société de Gérontologie. Et le monde change le 13 septembre 2022 lorsque l'avis 139 du CCNE est publié. Question éthique relative aux situations de fin de vie, autonomie et solidarité. Avance. Et donc, en fait, le CCNE parle de mort, d'aide active à mourir, ce qui est un scandale. Dans ma première réunion de travail avec Firmin Lebaudot, Madame Firmin Lebaudot, ça s'est très, très mal passé, puisque dès que j'ai commencé à parler de l'euthanasie, elle m'a dit non, monsieur Gomas, Firmin Lebaudot, ministre, chargé de rédiger la loi, de coordonner la rédaction de la loi, il dit non, monsieur Gomas, ne dites pas euthanasie, dites aide active à mourir. J'ai dit, madame, l'aide active à mourir, c'est ridicule, ça ne veut rien dire. Ça recouvre euthanasie et suicide assisté. D'ailleurs, vous dites ça pour ne pas dire euthanasie. Oui, c'est vrai, je ne veux pas dire euthanasie. Fort bien. Une aide, c'est toujours actif, donc c'est idiot. Ensuite, une aide active à mourir, ben, c'est des soins palliatifs, c'est optimiser l'environnement du malade pour qu'il fasse de son mieux à sa fin de vie, c'est normal. Et administrer la mort n'est pas un soin. Donc, l'aide active à mourir, pour ne pas dire euthanasie et suicide assisté, c'est la première victoire des pro-euthanasiques. Nous forcer à utiliser cette expression qui est un non-sens sur le plan d'éthique des soins. On n'aide pas activement un malade à mourir. C'est une aide active à soigner d'un malade qui est en fin de vie, pas pour le faire mourir. C'est fondamentalement, totalement antinomique. Il faudrait dire mort provoquée. Mme Firmin Lebaudot vient d'inventer l'expression nouvelle, mort choisie, pour recouvrir à la fois euthanasie et suicide assisté. C'est habilement fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça ne marche plus. Il faut que tu laisses la souris sur le oui. Clique sur la diapo de nouveau. Sur la diapo, là. Je vais enlever ça. Voilà, super. Là, Non. Alors, ça va très vite, mais vous aurez ces diapos. Encore. Ouais. Donc, l'euthanasie. Je vais bientôt passer la parole à Pascal, qui est expert sur les questions de dérive de l'euthanasie dans les pays étrangers. L'euthanasie, c'est défini par les comités d'éthique. Encore une ligne. Voilà, ça a été publié par Respire dans 90, ça a été appris par tous les comités éthiques européens. C'est la définition que j'ai présentée à la commission parlementaire Leonetti de 2005, qui a été retenue par la commission Leonetti, que j'ai publié ensuite dans un article que je vous donnerai. C'est l'acte d'un tiers délibéré qui entraîne la mort d'un malade. Chaque mot a son importance. C'est l'acte d'un tiers, il y a un auteur et un défunt. Délibéré, l'intentionnalité est primordiale. On n'est pas au Tour de France où les coureurs cyclistes se droguent à leur insu de leur plein gré. Non, l'euthanasie, c'est toujours actif puisque c'est toujours délibéré. L'euthanasie passive n'existe pas. C'est une stupidité que je n'ai pas le temps d'évoquer aujourd'hui. L'acte d'un tiers délibéré qui entraîne la mort, c'est bien merci, d'un malade, ça caractérise le mot parce que l'acte d'un tiers délibéré qui entraîne la mort de votre voisin, c'est un homicide. Et s'il est très malade, on dit euthanasie. N'oubliez pas ça. L'euthanasie sous-entend de facto que c'est un grand malade. Mais ce mot n'existe pas dans le code pénal. Vous voyez la complexité juridique sur laquelle on est en train de travailler avec les responsables, puisque toucher à cette architecture du soin qui concerne le code pénal, le code de santé publique, le code de sécurité sociale, le code civil, tous les articles sont sur le respect de la vie. Et si on touche à ça, il va falloir changer tous les textes qui rédigent, qui reflètent notre vie en société. On a du boulot. Ensuite. Et le Comité national d'éthique et l'Observatoire de la fin de vie a rajouté au début des années 2010 à sa demande, uniquement pour des raisons politiques, pour être en accord avec la Hollande et la Belgique, parce que la définition d'euthanasie en Hollande et en Belgique depuis 22 ans, c'est l'acte d'un tiers délibéré qui entraîne la mort d'un malade à sa demande. Donc, ils ont rajouté à sa demande
en 2014, alors que jamais on n'avait dit à sa demande, puisque qu'il le demande ou pas, l'euthanasie est un acte délibéré qui entraîne la mort d'un malade. Qu'il soit conscient ou pas, demandeur ou pas, dans le coma ou pas, débile ou pas, psychotique ou pas, ça reste une euthanasie. C'est l'acte délibéré d'un tiers qui enlève la mort de l'autre. C'est-à-dire que l'euthanasie, c'est tuer l'autre. N'ayons pas peur des mots. Alors là, Firmin Lebaudot faisait des bons attaques pendant notre réunion. Je dis, l'euthanasie, c'est tuer l'autre, c'est la mort en direct. Je vous rappelle en plus, vous ne savez pas forcément, chers collègues psychiatres, dont ce n'est pas la spécialité, que l'euthanasie, c'est en 5 minutes. Ce n'est pas en 2 jours. On met le malade dans le coma et ensuite on injecte un curare ou du potassium qui arrête le cœur en quelques minutes. L'euthanasie, ce n'est pas 2 jours. C'est là, tout de suite, maintenant. Heureusement que c'est là, tout de suite, maintenant, que ça ne dure pas en plus de 2 jours. Et pour édulcorer ça, on a appelé ça AMM, aide médicale à mourir au Canada, et aide active à mourir en France. Il ne faut pas accepter d'appeler ça aide active à mourir, c'est un leurre. D'ailleurs, les Canadiens, avec beaucoup de cynisme, ont mis par écrit dans les attendus de la loi fédérale que l'euthanasie, ça rappelle tellement le programme T4 des nazis qu'on ne peut pas utiliser ce mot, on va donc inventer aide médicale à mourir. Ils ont eu le cynisme de l'écrire noir sur blanc, nos chers amis canadiens. Je passe la parole à Pascal, qui, depuis des années, travaille sur les dérives des pays étrangers et l'impact de l'euthanasie sur le médecin. J'ai encore fait quelque chose qui fait. Donc, l'euthanasie est pratiquée légalement en Belgique et en Hollande depuis 2002, au Canada depuis 2016 et en Espagne depuis 2021. On va surtout parler déjà des pays plus anciens. L'Espagne, on a très peu de renseignements. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, je crois que c'est une chose à retenir, c'est que dans aucun de ces pays, on a pu encadrer quelque chose. C'est-à-dire que le législateur, au départ, a des critères assez stricts, c'est-à-dire que le patient doit avoir une maladie incurable, avec ou pas un pronostic vital à 6 mois, parce que je dis ou pas, le Canada l'avait voté au départ, pas la Belgique, avec des souffrances insupportables. En général, on dit souffrance physique et psychique, réfractaire, et ou psychique, ce qui a permis, comme on verra tout à l'heure, d'euthanasier une jeune femme, vous avez entendu, parce que vous êtes quand même particulièrement concerné, des psychiatres de 23 ans pour souffrance psychique dite réfractaire. Si on en sait un peu plus sur cette histoire, c'est que le psychiatre qui la suivait n'était pas du tout d'accord. Mais ce qui est particulier en Belgique, c'est qu'il y a donc, on doit demander l'avis de 2 praticiens. Le second n'étant pas un avis qui s'impose, il n'a aucune force particulière, mais on doit lui demander dans la théorie. Et quand les praticiens ne sont pas d'accord pour accepter une euthanasie, il y a une liste qui est faite de ceux qui acceptent. Et en fait, on ne s'adresse plus qu'aux mêmes en permanence. C'est-à-dire qu'il y a une liste de psychiatres qui disent oui tout le temps, comme les questions du genre, hein, c'est la même chose, on demande le même. Voilà, donc ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont éliminés. Vous ne voulez pas, très bien, vous ne faites plus partie de notre liste. Donc, les critères au début sont relativement stricts. Et puis, ils s'élargissent, en général, pour des questions de ce qu'on appelle de non-discrimination. C'est-à-dire que, par exemple, au Canada, au départ, les handicapés ne pouvaient pas accéder à l'euthanasie. Ils ont dit, mais nous, on est discriminés, les maladies chroniques, oui, mais on n'est pas à quelques mois de notre fin de vie, mais on a une maladie et on souffre, donc pourquoi est-ce qu'on n'y aurait pas droit? Donc, en fait, à la fois, les critères légaux s'élargissent de plus en plus, et à la fois, l'acceptabilité de la société tout entière fait que de plus en plus de personnes sont en demande d'euthanasie. On peut supposer que dans cette frange de personnes, c'est surtout les personnes âgées, les personnes fragilisées, devant une pression sociétale qui est majeure, puisque ça fait partie des choses normales et que c'est presque un service civique que vous rendez. Vous êtes vieux, vous êtes devenu inutile, vous ne rapportez plus d'argent, non seulement vous n'en rapportez plus, mais vous en coûtez beaucoup, donc je vous en prie, allez-y. Nous avons rencontré récemment Theo Bauer, qui est un Hollandais, qui, pour nous, a un témoignage particulièrement important. C'est un professeur d'éthique en Hollande qui était tout à fait pro-euthanasique quand la loi a été votée en 2002, parce que la Hollande, c'est comme un pays où la liberté est le critère numéro 1, qui passe avant tout. Et il a, pendant 10 ans, fait partie de la commission de contrôle supervisant, donc, les situations d'euthanasie. Il est maintenant devenu un farouche opposant en disant que les excès étaient tels que dans certaines villes de Hollande, 15% des décès se font par euthanasie. C'est-à-dire que la réponse immédiate à une souffrance, quelle qu'elle soit, et on sait bien que toutes les personnes fragilisées par la maladie sont en souffrance d'une manière ou d'une autre, c'est l'euthanasie. Donc, c'est assez effrayant.
Et il y a une proposition de loi récurrente qui n'est pas encore votée en Hollande, mais qui revient régulièrement, qui dit à partir de 74 ans, puisque c'est là qu'ils ont mis le curseur, sans aucune pathologie particulière, vous pourriez demander l'euthanasie. Donc c'est quand même intéressant de voir comment on considère, comment la société regarde la personne vieillissante. C'est vraiment là où on en est, en Hollande en tout cas. Alors, dans ces pays, la Belgique comme la Hollande, il y a en principe une commission de contrôle, sachant que la commission de contrôle intervient a posteriori, donc de toute façon la personne est décédée. En Belgique, puisqu'on connaît bien la commission de contrôle belge, elle est essentiellement constituée par des praticiens qui sont des euthanasieurs, donc ça veut dire qu'ils sont le prescripteur, l'effecteur et le contrôleur. Ils viennent, d'ailleurs, cette commission de contrôle a été accusée l'année dernière par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa partialité, parce que le médecin s'est trouvé à juger lui-même de la situation qui a été discutée. Donc, c'est l'affaire Mortier contre Belgique. Et voilà, mais ça ne change rien. En plus, ils sont non seulement des euthanasieurs, mais pour beaucoup membres de l'ADMD. Donc, en fait, sur 20 ans, il n'y a finalement jamais eu de condamnation d'un médecin. Et on sait bien pourquoi. Il y a des excès et des dérives sans arrêt. Et théoriquement, par exemple, il y a un respect d'un délai. Vous faites une première demande, une deuxième demande, et plusieurs mois avant l'acte. Nous avons tous les jours des exemples de personnes qui ont demandé, qui ont été euthanasiées le lendemain. On a une situation tout à fait particulière qui nous a été rapportée dans une conférence que nous donnions. C'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui vit en Belgique et qui a tout un groupe d'amis là-bas et qui dit on fait du vélo ensemble et un des week-ends, il y en a un qui n'est pas là parce qu'il est hospitalisé, il est tombé, il a fait une chute, il est à l'hôpital. Bien. La personne qui a été accidentée, donc un père de famille de 39 ans et 3 enfants, a un accident le vendredi. Il est dans le coma, il se réveille de son coma le dimanche, le lundi. Il est paraplégique. Tétraplégique. Il dit « je ne veux pas vivre comme ça ». Eh bien, le lendemain, il était euthanasié. C'est quand même des choses qui sont spectaculaires parce qu'on est évidemment en toute illégalité, on n'a pas du tout aucun respect des choses, et tout le monde sait que sous le choc d'une annonce de maladie, de pathologie, quelle qu'elle soit, c'est Pozzo di Borgo qui avait dit ça, alors maintenant paix à son âme, mais Pozzo di Borgo avait dit, si le jour où j'ai eu mon accident, il y avait une loi, je ne serais plus là pour vous en parler parce que j'aurais demandé à mourir. Donc, il y a vraiment des dérives qui sont quotidiennes et qui, évidemment, sont très peu dénoncées puisque ce type de témoignage que nous avons eu oralement, le monsieur ne peut pas le faire publiquement en disant « j'habite à côté de la veuve de ce monsieur, je ne veux pas réveiller des choses ». Il y a quand même une grande pudeur sur les situations personnelles qui nous empêche de pouvoir en parler plus. Et ça, ce sont les commentaires des médecins belges qui pratiquent l'euthanasie. Ce euthanasieur belge que nous avons rencontré récemment, il y en a un qui a été interviewé sur France Inter qui a dit ça, et nous avons été agressés dans une conférence que nous avons fait à Longwy c'est en France, dans l'Est. Un type se lève en disant « je suis médecin belge, ça fait 30 ans que je pratique l'euthanasie, c'est un accompagnement magnifique, le prolongement dans l'accompagnement, votre discours est inadmissible pour moi le belge, c'est formidable l'euthanasie ». J'ajoute que j'étais enseignant universitaire en Belgique au début de la loi, et que dès la loi, c'était marqué sur la diapositive précédente, dès le début de la loi, j'ai été le témoin, j'y étais comme enseignant, j'ai rencontré les infirmières qui me disaient que dès le début de la loi, puisque les médecins ne risquaient plus rien, ils euthanasiaient les petits vieux à domicile sur demande des familles, sans faire de dossier, sans faire de déclaration, puisqu'ils ne risquaient plus rien. Il y avait une absence complète de déclaration d'euthanasie absolument clandestine et illégale, qui ont donc été majorées par la loi et non pas diminuées, comme très naïvement nos députés pensent que ça surviendrait chez nous. Oui, parce que vous entendez régulièrement dans les arguments des pro-euthanasiques, c'est de dire, comme ça, on va légaliser en quelque sorte des actes qui existent en réalité. Et en fait, les études qui ont été faites, et l'université de Cambridge, plusieurs études ont été faites, il y a plus, proportionnellement, d'euthanasie illégale en Belgique qu'il n'y en a en France. Pour une raison quand même qui est très très simple, c'est qu'à partir du moment où il y a une loi, il y a comme une permission. Je peux le faire puisque la loi existe. Même si je ne respecte pas les critères, tout le monde s'en fout en fait des critères, en réalité c'est ça la pratique. Et j'ai une permission. Et à la fois c'est une permission pour les patients, pour les familles, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même souvent les familles qui demandent aussi.
et à la fois pour les praticiens. Sachant que c'est une toute petite minorité, ça je crois quand même qu'il faut le dire dès le départ, parce que c'est essentiel. On parle beaucoup d'euthanasie, mais c'est une toute petite minorité de praticiens qui acceptent de le faire. La grande majorité se refuse. C'est proposer aux gens d'aller pousser la seringue et de faire une mort en direct. Mais il n'y a pas beaucoup de médecins qui se disent favorables à ça. On n'est pas formé pour ça. On n'a pas fait des études pour aller pousser une seringue. Et c'est une vraie difficulté. Donc, par exemple, si on parle du Canada, 70%. Alors, il faut aussi savoir que la plupart des médecins ne sont jamais, et des soignants en général, ne sont pas confrontés à la fin de vie. On ne voit pas les gens dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Donc, souvent, c'est ce que beaucoup de nos confrères nous disaient, et c'est pour ça qu'on a écrit notre livre d'ailleurs, après tout, pourquoi pas? Les gens demandent pourquoi pas. Pourquoi pas? Et va le faire, toi, le geste. Avant la loi, le vote de la loi au Canada en 2016, 70% des médecins se disaient favorables à une loi pour l'euthanasie. Depuis qu'elle a été votée, ils sont moins de 2% à accepter de pratiquer le geste. Ils sont tellement peu nombreux que le Canada autorise les infirmiers et les infirmières à le faire. Enfin, non seulement autorise, mais les sollicite, parce qu'il faut trouver des gens. Parce que maintenant, au Canada, dès qu'il y a un diagnostic de maladie incurable, je dis bien dès qu'il y a un diagnostic, les gens peuvent immédiatement consulter la personne qui leur propose l'euthanasie. Donc, vous imaginez dans quelle situation on met la tête des gens. N'importe quelle personne, vous, proche de vous, qui a un diagnostic de cancer grave ou n'importe quelle pathologie grave, sur le choc, on n'est pas du tout en état, enfin, on va pas parler, on ne peut que parler de la souffrance psychique. Sur le choc, on n'est pas en état de réfléchir à peu près à ça. Et donc, c'est une ouverture qui est faite immédiatement. Et le risque le plus important, enfin, moi, c'était surtout l'objet de mes recherches à moi, c'est que le médecin n'est plus formé à proposer autre chose, puisqu'il y a une solution, entre guillemets. Vous souffrez, pouf, je vous euthanasie. Mais alors que c'est bien plus complexe de prendre en charge, de suivre au long cours et de passer dans des semaines, voire des mois. Ça, c'est le Canada, le délai moyen entre une demande d'euthanasie et sa réalisation. 6 jours. Et ce qui est très intéressant au Canada, c'est que nous avons des témoignages. On a été au Canada, parce qu'elle a été interrogée les euthanasiens belges, on revient de Hollande. Nous avons des témoignages au Canada, vous avez des primo-consultations d'oncologie. Le malade vient pour la première fois pour son cancer, effondré, cancer de mauvais plan, etc. Il demande, est-ce que j'ai droit à l'AMM, à la MM chez eux? Et la loi oblige l'oncologue à dire, ben oui, c'est le deuxième couloir, troisième étage. Et nous avons des témoignages de gens qui font la première consultation d'oncologie, qui apprennent la chimio, le machin, qui vont à l'AMM et qui sont euthanasiés la semaine d'après sans traitement de leur cancer. C'est la liberté, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que puisque c'est possible, vous avez des médecins et des patients qui décident immédiatement d'euthanasier le malade ou de se faire euthanasier. C'est un bouleversement anthropologique absolument radical. Alors, c'est particulièrement intéressant au Canada, parce que le Canada était quand même très en avance sur le soin palliatif. Beaucoup de Français allaient se former là-bas. Il a été formé au Canada il y a 30 ans. Et qu'ils battent tous les records. C'est-à-dire que Québec, qui a dépénalisé en 2016, nous sommes en 2023, sont à 7% des décès par euthanasie. C'est absolument vertigineux, véritablement. Donc, voilà une phrase qui résume un peu la situation, qui est extraite de notre livre. Dès sa promulgation dans les pays concernés, une loi dépénalisant l'euthanasie offre à cet acte une légitimité qui en transforme radicalement la perception. L'euthanasie invite chaque patient à l'envisager, autorise chaque praticien à l'exécuter et propose à toute la société d'en faire une modalité acceptable, voire souhaitable d'y mourir. Le Canada vient de décider que c'était une discrimination de forcer les gens à se faire euthanasier à l'hôpital ou à domicile. Depuis 1 mois, vous pouvez demander et exiger d'être euthanasié où vous voulez. Alors, je répète, où vous voulez, pour que ça ne soit pas discriminé. C'est un monde contemporain qui perd la boule, quoi. Dès qu'il y a un choix, c'est une discrimination. Donc, il y a des gens qui se font euthanasier dans la nature, et qui se font euthanasier dans leur famille, pas à leur domicile, où ils veulent. Ça vient d'être décidé par le gouvernement fédéral. Alors, comble du cynisme, il y a un propriétaire d'un funérarium qui propose pour $700 un tout en un, c'est-à-dire qu'il vous euthanasie, il vous met dans la boîte et c'est réglé. Voilà. Non, mais ce n'est pas une plaisanterie, hein, c'est réel. Nous avons la photo on a l'impression qu'on de la société funéraire du Québec. C'est réel, et c'est ce qui a déclenché la possibilité d'être euthanasié n'importe où, puisque dans le funéraire, c'est quand même pas banal. Merci. Et
Mesdames et messieurs, chers collègues, je réponds à la première partie de la question qui était posée aujourd'hui. Est-ce que c'est une mort sur ordonnance? Alors, l'euthanasie, oui, parce que le diagnostic, la prescription et l'exécution ressortent du pouvoir médical. Donc, euthanasie, mort sur ordonnance, mais sans hésiter, oui. Et ça fait 2 ans que nous le disons aux membres des partis politiques, au gouvernement, aux ministres. Ils ont bien du mal à comprendre. Je prends la parole sur quelque chose de très très important. Il y a énormément de confusion entre euthanasie et arrêt de traitement, suicide et sédation profonde. Juste quelques mots d'explication et ensuite on terminera par le suicide. L'euthanasie, ce n'est pas l'arrêt de traitement. Vous savez, beaucoup de gens, y compris une dernière fois où je suis passé à la télé, il y a une actrice qui était avec moi sur le plateau et qui s'est mise à pleurer en disant « j'ai euthanasié ma mère », j'ai dit « ok pour arrêter les traitements ». Mais ça n'a rien à voir. Arrêter un traitement inutile, c'est une bonne chose. Alors, arrêter la dialyse, c'est un traitement de suppléance vitale, c'est prévu par la loi, le NETI, la limitation à de traitement, procédure collégiale, l'acte, limitation à de traitement, c'est encadré par la loi, encadré par des recommandations que nous avons écrites avec la Haute Autorité de Santé, c'est bien fait, et arrêter un traitement inutile parce qu'il ne sert à rien, parce que c'est de l'acharnement thérapeutique, c'est interdit, etc., c'est bien. Mais ce n'est pas l'euthanasie. Il est en train de mourir, j'arrête les trucs inutiles. Donc, ça n'a rien à voir avec l'acte délibéré qui veut entraîner la mort de l'autre. On est dans l'éthique de l'intentionnalité. Alors là, les journalistes, on les a tous perdus, et une partie des responsables politiques aussi. L'éthique de l'intentionnalité, c'est un autre monde pour eux. Deuxièmement, l'euthanasie, ce n'est pas la sédation profonde. La sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, c'est une thérapeutique de calmationnement des symptômes. Vous avez un malade en train de mourir, qui a une souffrance insupportable ou une douleur insupportable. La loi Claes-Leonetti m'autorise à le mettre dans le coma jusqu'à son décès pour qu'il arrête de sentir cette douleur et cette souffrance insupportable. Il est en train de mourir. Je ne le fais pas mourir. Il est en train de mourir. Mon intentionnalité n'a rien à voir. Je vous fais grâce de plein de diapositives que j'ai là-dessus. Je vais, avec les diapos, vous mettre la synthèse sur sédation pour ceux que ça intéresse et 2 ou 3 articles. Voilà, vous aurez le temps de détailler tout ça. La sédation profonde et l'euthanasie, ça n'a rien à voir. C'est la Haute Autorité de Santé qui a publié ça. Donc, je vous laisserai travailler cette diapositive. Et je cite le grand philosophe Jacques Ricot, génial, que vous avez peut-être vu, il a été auditionné plusieurs fois par l'Assemblée de la Convention citoyenne. Jacques dit, l'euthanasie ne complète pas les soins palliatifs, elle les arrête. Elle ne sollicite pas les soins palliatifs, elle les interrompt. Et elle ne soulage pas le patient, elle l'élimine. C'est vraiment 2 mondes totalement différents. Mais vous me piquez mon boulot, c'est le problème de l'euthanasie. Enfin, dernièrement, ne pas confondre l'euthanasie avec le suicide. Alors, je suis dans le centre de prévention du suicide, respect, vous êtes plus compétents que nous, mais cependant, et je vais passer la parole à Pascal qui connaît ça, c'est pas à vous que je vais apprendre, mais nous, on l'apprend au grand public et aux hommes politiques qui ne savent pas la différence entre euthanasie et suicide. L'euthanasie, c'est un tiers qui vous tue. Le suicide, c'est vous suicidez. Je me suicide. Et comme je ne peux pas, au niveau de la préparation, de la prescription, de la délivrance de produits, de l'administration ou de l'organisation, j'ai besoin d'une assistance. Et vous voyez déjà que mort sur ordonnance pour le suicide, c'est beaucoup moins impliquant que l'euthanasie. La responsabilité médicale est dans la prescription après le diagnostic d'une fin de vie proche. Le diagnostic d'une fin de vie proche, c'est notre boulot, on ne peut pas nous reprocher. Et la responsabilité médicale se cantonne à la prescription. Mais c'est le malade qui va se suicider en Oregon, en Suisse, Pascal, j'en parlais. Ça n'a plus rien à voir avec l'écrasante responsabilité dans l'euthanasie. La responsabilité médicale est juste extrêmement sectorisée. Ça n'a plus rien à voir, mais ça reste quand même un acte difficile, puisque par exemple en Suisse, le nombre, là encore, on a une discordance entre le nombre de médecins qui se disent favorables à la pratique du suicide assisté, qui est assez banalisée en Suisse, et la pratique d'écrire lui-même l'ordonnance. Et en fait, ils sont beaucoup moins nombreux à accepter, ils sont moins d'un tiers à accepter de rédiger l'ordonnance. Tout le monde dit c'est juste ça, mais c'est pas juste ça, c'est quand même la prescription d'un produit létal.
Alors, mais effectivement, la grande différence… Excuse-moi, les psychiatres peut-être pas au courant de cette pharmacopée. En Suisse, c'est donc une injection de Valium, Tranxène, pentobarbital chez eux. La dose mortelle de pentobarbital, c'est 10 000 mg. Quelques milliers de milligrammes suffit à vous endormir quasiment instantanément. On change la seringue et on injecte du curare, 3 ampoules de potassium, et dans les minutes qui suivent, le cœur, la respiration, tout s'arrête, ou le potassium arrête le cœur. C'est pour ça que ça dure quelques minutes. Il n'est pas possible de se suicider avec d'autres choses que des médicaments qui arrêtent puissamment le cœur. Donc en Suisse, il y a une particularité. Alors là, c'est vraiment important de séparer ces pays qui autorisent ou qui ont dépénalisé le suicide assisté de ceux qui dépénalisent l'euthanasie. C'est vraiment très important parce que les évolutions ne sont pas les mêmes, la situation n'est pas la même. Et dans tous les pays qui permettent le suicide assisté, l'euthanasie reste un meurtre. Je crois que c'est vraiment une notion très très claire, ce qu'essaye de nous enfumer, n'est-ce pas, pour le dire clairement, notre gouvernement en parlant d'aide active à mourir, parce que comme ça on mélange tout, on vous parle de la Suisse et de la Belgique en même temps et personne ne comprend plus rien. Donc là, je crois qu'il faut qu'on soit très très clair avec ça. Donc en Suisse, en plus, il n'y a pas de loi positive qui autorise le suicide assisté. C'est une dérogation à la loi pénale qui permet de ne pas être condamné si on aide une personne à se suicider, à condition de ne pas avoir de mobile égoïste. En clair, si je ne suis pas son héritier, on va le dire comme ça pour faire court. Donc, c'est plutôt né de mobile militaire au départ. Enfin bon, la question n'est pas là. Ce sont des associations qui se sont emparées de cette pratique, puisque dans la mesure où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de critères. Donc, chaque association pose ses critères. Vous avez 2 grosses associations, plus des moins importantes, Exit en Suisse francophone, Dignitas en Suisse alémanique. Il faut quand même ajouter que Dignitas est une association particulièrement militante, puisque c'est à cause de Dignitas que des pays comme l'Autriche, l'Italie, voire la France, l'Espagne, ont été obligés de modifier leurs lois. Dignitas attaque au niveau des cours suprêmes sous le prétexte de la liberté, d'une atteinte à la liberté, c'est-à-dire j'ai le droit de me suicider et vous n'avez pas le droit de m'interdire, donc, et d'interdire que j'ai une aide. Donc, il faut quand même savoir que ça vient de là, c'est pas par hasard, cette espèce de décémage actuel et de tous les pays autour de nous. Donc, en Suisse, les associations font leurs critères, qui étaient pendant longtemps la fin de vie à 6 mois, une pathologie incurable, etc., mais qui, comme partout, a tendance à beaucoup s'assouplir. Et une personne âgée qui dit « j'en ai marre de vivre », il suffit qu'elle dise « j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là », mais en fait, en général, quand on vieillit, on a mal là, on est un peu plus, on voit moins bien, on a quelques troubles, et du coup, on peut avoir accès à cette assistance au suicide. Alors, pour respecter le fait que ne doit pas y avoir de contrepartie financière, les Suisses adhèrent aux associations en payant une cotisation mensuelle, et donc l'acte lui-même, théoriquement, n'est pas rémunéré. Voilà, comme ça, il n'y a pas de mobile égoïste. Mais il se trouve quand même que ces associations sont extrêmement riches, parce qu'elles ont des dons, elles ont des cotisations annuelles, par exemple, commence à cotiser à 30 ans, et ça ne doit pas concerner le personnel soignant. C'est vraiment des associations tout à fait indépendantes. Mais depuis quelques années, ça a commencé par le canton de Vaud, mais le canton de Genève maintenant l'a voté aussi, et je crois un 3e canton, il y a une obligation pour les établissements hospitaliers d'accepter que ça se passe en leur sein. Alors la Suisse est un pays assez démocratique, où tout le monde doit réfléchir. Quand le directeur de l'hôpital canton de Vaud a dit « maman, le suicide pourra avoir lieu dans nos murs », les soignants ont travaillé pendant 2 ans tout ensemble en disant qu'est-ce qu'on va faire là, qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on suit les gens, et ils ont décidé que ça ne les concernait pas, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas, la personne, l'association vient, va dans la chambre et ils sont plus concernés. Donc c'est vraiment, ça reste très très séparé. Alors, et surtout que hier après-midi, j'étais avec un des grands responsables de soins palliatifs genevois, nous parlions ensemble à un congrès, et elle a redit devant moi hier que quand un malade demande le suicide assisté dans son service, ils ont toute une procédure pour valider que ça rentre dans les critères. Si ça ne rentre pas dans les critères, ils disent au malade, écoutez, si vous voulez vous suicider, on ne s'y oppose pas évidemment, mais ça ne peut franchement pas être chez nous, donc le malade sort chez lui ou ailleurs et va se faire suicider ailleurs. Et si ils estiment qu'effectivement ça rentre dans les critères de la loi qui ont été élargis l'année dernière, eh bien, ce n'est pas eux qui suicident le malade,
c'est une association qui vient suivre les malades dans le service. Ça reste pas simple quand même. Hein. Vous êtes occupé de quelqu'un qui se suicide et c'est quand même vous qui vous occupez du corps. Hein. Donc, la modalité du suicide, comme vous l'avez fait Jean tout à l'heure, en Suisse, c'est une perfusion. Hein. Et le fait que ce soit un suicide assisté et pas une euthanasie, c'est le patient qui ouvre la perfusion. Et ce que disait, comment ça s'appelle, Erika Priser, elle filme la scène pour prouver que ce n'était pas elle qui avait l'angle vers la perfusion, pour prouver que c'était bien un suicide. Alors, les premiers malades qui se sont fait suicider, notamment, moi, j'ai donc dirigé un service à la Paix de Paris, et j'ai des malades qui sont venus chez nous, puis ont été se faire exciter, suicider en Suisse. Et les enfants sont venus nous raconter des scènes effroyables, où tout est filmé en vidéo. Si jamais la famille attaque, ils ont la preuve que le malade a participé à son geste. C'est un malade qui se suicide avec assistance, et donc, on ne peut accuser personne, c'est le malade qui s'est suicidé. Donc, il faut savoir quand même qu'en Suisse, c'est une vraie normalité d'adhérer à Exit. Moi, j'habite près de la frontière suisse. On a beaucoup d'amis qui adhèrent à Exit parce que la phrase est dite comme ça m'aide à vivre. C'est intéressant. C'est pas du tout la perspective d'être tué, d'être aidé à mourir un jour. C'est au contraire l'idée qu'il y aura quelqu'un qui va être avec moi. Ça me protège de l'angoisse de mort. Hein, de voir ça. On raconte cette histoire dans notre bouquin. C'est donc un grand intellectuel suisse qui nous dit « ça m'aide à vivre ». Stupéfait, explique-nous. Eh bien, je ne deviendrai jamais un corps souffrant, un corps en perte d'autonomie. Je suis le grand professeur Intel. Enfin, je ne perdrai jamais cette statue-là parce que si ça va mal, je ne vais pas me suicider. Donc, je fais disparaître mon angoisse et ma souffrance de devenir autre parce que j'ai déjà prévu une association qui m'a promis qu'elle me suiciderait avec mon aide. C'est diabolique. Ça m'aide à vivre. C'est une phrase essentielle qui nous a fait comprendre le mécanisme. Oui, alors on peut finir sur la Suisse en disant que donc, nos militants pro-euthanasiques disent que les Français vont en Suisse, c'est quelques dizaines par an. Hein, alors pour les Français, par contre, c'est très cher. Alors je ne sais pas comment ils font pour dire que c'est pas, il n'y a pas de mobilité, mais c'est entre 10 et 15 000 euros. D'accord. Non, mais certificat 3 000, certificat de psychiatre 1 500, réouverture du dossier 2 000 euros. Admission à la consultation, 1 000 euros. J'ai eu des malades qui m'ont expliqué. Et j'ai fait les certificats et ici, c'est l'échec à chaque opération de succès. Alors, pour donner des chiffres, puisqu'on parlait environ 5% des décès en Belgique et en Hollande, 7% Québec. En Suisse, c'est à peu près 1,8% des décès, un suicide assisté. Et alors, on a un modèle complètement différent qui est en Oregon, ce qui est une comparaison intéressante avec la Belgique, parce que l'Oregon a été pénalisé en 1999, donc on a quand même une durée qui est à peu près équivalente à celle de la Belgique. C'est sous forme de ce qu'on appelle la kill pill, c'est-à-dire qu'il y a des critères extrêmement rigoureux de vérification que la personne est à 6 mois de sa fin de vie, qu'elle a une pathologie incurable, et on ne parle en Oregon que de souffrance physique. Il n'y a pas de notion de souffrance psychique. C'est quand même une différence majeure. Hein. Et pour nous, on assez essentiel. Il y a une deuxième consultation, et à ce moment-là, si les critères sont respectés, la prescription de cette pilule, qui est donc une pilule létale, c'est plus une injection, que le patient va se procurer dans une pharmacie spécialisée, parce que c'est quand même une petite bombe, ce truc-là. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'une année sur l'autre, entre 30 et 40% des personnes ne la prennent jamais. Certains vont même jamais la chercher à la pharmacie. Hein, donc, ce qui fait que la réflexion se pose quand même différemment. Et il y a un deuxième élément qui, pour nous, est très essentiel dans la loi oregonnaise, c'est que toute publicité est interdite. Il n'y a aucune communication sur cette histoire-là. Ça reste une histoire singulière entre un médecin et un patient. Il n'y a pas de publicité. Ce qui nous permet, à notre sens, dans notre analyse, c'est qu'on reste à 0,6% des décès. Ce qui veut dire que si on regarde sur 20 ans, Belgique et Hollande et Oregon, on a 10 fois plus de morts par euthanasie que par suicide assisté. C'est très intéressant de voir ce qui peut se passer à la fois dans le psychisme et à la fois dans une société dès lors qu'on n'en fait pas la promotion. Hein, parce que vraiment, en Belgique, on pousse les gens. Hein. La kill pill, c'est phénobarbital, une dose mortelle de digitaline et une dose mortelle d'amitriptyline. Donc, le malade, en quelques dizaines de minutes, est dans le coma profond avec sa dose puissante de sédatif. Et dans les heures qui suivent, il fait un trouble de rythme cardiaque mortel par bloc auriculo-ventriculaire, torsade de pointe, à cause de la conjonction digitaline et médriptile.
97% des malades sont morts à la 18e heure. Mais Il y en a 3% qui sont toujours pas morts. Et dans les rapports Oregon montrent que ceux-là qui ne meurent pas, quand on résiste à une dose mortelle de digitaline et d'électripyline, qui est une leçon d'humilité pour nous les docteurs, eh bien, il y en a qui se font euthanasier et il y en a qui décident de continuer à vivre et meurent de la maladie pour laquelle on leur avait donné une kill pill et ne reprennent jamais une deuxième kill pill. C'est indiqué dans le rapport de l'Oregon. Alors, pour terminer, voilà, pour terminer plus récemment, donc l'année dernière, l'Autriche a dépénalisé le on est tout petit pays, hein, comme beaucoup de pays, mais c'est tout petit pays. Avec un encadrement, alors en prenant le modèle de l'Oregon, mais en ajoutant un notaire. C'est-à-dire que c'est plus le médecin qui doit vérifier le consentement, c'est un notaire. Vous imaginez 2 médecins, un notaire, plus le pharmacien derrière, c'est terrifiant, ça a complètement saturé les services de soins palliatifs, parce qu'en plus, dans les 2 médecins, l'Autriche demande à ce que ce soit un médecin de soins palliatifs. Ce qui est très intéressant, puisque ce médecin peut proposer autre chose, justement. Je veux dire, il sait que la personne n'est pas conduite au suicide directement. Mais comme ils ne sont déjà pas assez nombreux, ça a totalement saturé leur service. Ils disent qu'ils n'ont plus le temps de faire leur travail, leur activité habituelle. Ce n'est pas encore la bonne solution si on tentait qu'il y en ait une avec la mort provoquée. Donc, ce qui paraît quand même intéressant, c'est de voir l'effet sur les autres. C'est-à-dire que la notion de suicide, si on en arrive là, parce que je ne sais pas jusqu'où on ira nous en France actuellement. Actuellement, Madame Firmin Lebaudot, qui est tout à fait pro-euthanasie, dit qu'on pourrait s'arrêter au suicide. De toute façon, on va aller vers quelque part. Hein. Ce sera ou le suicide assisté ou les deux. Il ne faut pas tirer, on ne restera pas dans le statu quo. Si le projet du gouvernement s'arrêtait, j'allais dire, au suicide assisté, on n'est pas du tout à l'abri du fait que les parlementaires, par différentes procédures légales, pourront aller jusqu'à l'euthanasie, puisqu'en plus, le Comité consultatif national d'éthique nous a quand même fait cette ouverture. Et c'est dramatique parce qu'on a un comité consultatif d'éthique qui est censé faire de l'éthique, qui parle de manière éthique de proposer le suicide assisté. On se demande où est-ce qu'ils ont vu ça. Et qu'en plus, on pourrait ouvrir à l'euthanasie pour les personnes qui ne peuvent pas se suicider. Alors, la Suisse a réglé la question de la personne qui ne veut pas se suicider, puisque comme dans les maladies de Charcot, d'autres pathologies où les gens ont des paralysies, ils peuvent actionner le déclenchement d'une perfusion avec un battement de cils, par exemple. Donc, c'est-à-dire des solutions pour rester dans le suicide sont possibles. Non, il n'y a aucune solution idéale. Et surtout, c'est comment on articule la prévention du suicide dès lors qu'on ouvre le suicide assisté. Donc, la formule de l'Oregon semble le permettre dans la mesure où il n'y a pas de promotion. Mais on n'est pas à l'abri et on voit bien les jeunes avec les réseaux sociaux. On a vu l'exemple d'une jeune fille qui s'appelle Ola, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais qui a des problèmes psychiatriques attestés et qui dit qu'elle va demander le suicide parce que sa vie est un enfer. Bon, là, elle est partie voyager, là, on n'est plus là, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je veux dire qu'il peut y avoir un effet domino, enfin l'effet Werther, qui peut être majeur sur un pays. Et on ne sait pas où on s'arrête. Donc, moi, je trouve que ce serait bien que vous, psychiatres, fassiez des tribunes, écriviez, non mais véritablement, manifestez des choses qui sont importantes. Les politiques ne comprennent rien, ne connaissent rien. C'est affligeant. Il faut la liberté. C'est la liberté, ça s'arrête là. Comme si les gens étaient libres quand ils sont malades, comme si les gens étaient libres quand ils ne sont pas soulagés, comme si c'est vraiment des discours j'allais dire, de bobos parisiens. Penser dans leur bien-portance. Calme-toi. Pour terminer, voilà. Merci Pascal. Pour terminer, y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc, nous qui travaillons avec ces braves gens, les 2 ministres en charge de la Convention citoyenne sont pro-euthanasie. Le CESE, le Conseil économique et social, est ouvertement pro-euthanasie, d'une manière. C'est économique. Le président parle de l'exemple belge, il s'est un peu mordu les doigts parce qu'on lui a montré qu'il aurait mieux fait. C'est pas un exemple, passons. C'est pas fini. 90% des journalistes sont pro-euthanasiques, en général par méconnaissance, et certains par dogme. Seuls certains journalistes de La Croix, du Figaro, du Point et de quelques organes plutôt à droite, mais ce n'est pas une exclusivité de droite, sont pro-sympathiques et contre euthanasie. 90% des journalistes de gauche et du centre, parce que c'est très coloré sur le regard de la société, bien entendu. Le regard de la société influence votre manière de concevoir l'euthanasie.
Le CCNE brise le tabou du respect de la vie. Honte au CCNE. Il y a Régis Aubry qui, une fois de plus, a trahi les soins palliatifs. La Convention citoyenne était une manipulation. Et les intellectuels tombent dans l'incompétence et disent absolument n'importe quoi. Relisez Martine Lombard, Beethoven, même Frédéric Worms s'est mis à dire n'importe quoi sur sédation, euthanasie, suicide assisté. C'est pas parce qu'on est un intellectuel et qu'on pense qu'on a toujours raison qu'on maîtrise des choses aussi compliquées que la clinique et la gestion éthique de l'intentionnalité que visiblement certains n'ont jamais approché de près. Donc, administrer la mort n'est ni un progrès, ni une liberté, ni un soin. C'est pas du militantisme, ça. C'est factuel et c'est juridique. Administrer la mort ne peut pas être un progrès. Révisez vos classiques des Lumières. Une liberté, la liberté de se suicider existe, mais administrer la mort, on ne peut pas appeler ça une liberté. Et c'est sûrement jamais, ça ne sera jamais un soin. Donc, pour 2023, les enjeux pour nous, c'est faire grandir l'humain. Vaste programme. Oui, non, mais on n'a pas peur. Travailler à sortir du tout curatif. Rendre effectif les soins palliatifs pour tous et partout. Et là, c'est une grande bagarre avec le ministre, puisque le ministre a fait un 5e plan de soins palliatifs avec 175 millions pour 5 ans. C'est une blague. Vous vous souvenez combien de milliards on a mis pour remplir un réservoir d'essence des Français quand il y a de la crise? Vous savez combien coûte un bâtiment de chimiothérapie à l'Institut Curie qui va ouvrir dans quelques mois? 175 millions. C'est-à-dire qu'on donne aux soins palliatifs une somme dérisoire par rapport à l'architecture de société. Corriger les méconnaissances, trouver les bons mots. Nous sommes efforcés aujourd'hui et un chapitre entier de définition, de cadrage juridique et éthique dans notre bouquin. Ensuite, il y a une carence d'informations vraies, scientifiques, il faut rester vigilant, les médias disent n'importe quoi, vous le savez. Et je termine par liberté, autonomie. Il s'agit d'un regard, il s'agit d'un tournant anthropologique. Nous battons pour leur faire remarquer, et le ministre ne veut pas nous entendre, par exemple, c'est aide active à mourir, je ne veux pas dire euthanasie. Oui, mais la vraie réalité, c'est l'euthanasie, c'est suicidalité. Et oui, continue. Le dos au mur, nous faisons donc partie des gens qui travaillons avec les responsables actuellement en disant que nous nous battrons jusqu'à la mort, c'est pas une image contre l'euthanasie, mais que nous ne nous battrons pas contre le suicide assisté puisque la société veut faire quelque chose. Ça serait la moins pire des solutions horribles, mais c'est une solution horrible quand même. Cependant, si c'est le mode Oregon, ça respecte la liberté d'autonomie qui est devenue le mantra de la société contemporaine, l'encadrement reste plus facilement possible, comme le montre l'Oregon. Si on réussit, c'est un petit pays qui a 4 millions d'habitants, ça va pas être pareil chez nous en France à 68 millions. Mais bon, les acteurs de soins n'analysent pas la mort, et ça pour nous, c'est la ligne rouge qu'on ne passera pas. C'est partiellement compatible avec la prévention du suicide, ce qui nous intéresse beaucoup. En Oregon, ils ont renforcé les politiques de prévention du suicide en demandant qu'ils acceptaient le suicide assisté. Mais on n'est pas en Oregon. Et pour terminer, il y a une dernière ligne, je crois. Et voilà. Et la première année de suicide assisté a été extrêmement difficile. C'est un pays assez proche d'une autre. Et donc, on est bien inquiet. Et nous nous opposerons pas au suicide assisté en commission, en sachant que la société est tout de même à un tournant historique à l'échelle des siècles, puisque ça fait des siècles qu'on respecte la vie, même si elle est difficile, et que tout d'un coup, la société comparée dit, si la vie est difficile, je veux pouvoir l'arrêter. Nous sommes à un tournant anthropologique à l'échelle de l'humanité. Je vous remercie pour votre attention. Donc, le best-seller du printemps, 18 € seulement. Le seul livre du printemps qui a 100% de mortalité. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, soins palliatifs, euthanasie, tout le monde est mort. Et vous allez enfin avoir un chapitre sur les définitions, un chapitre sur les idées reçues, un chapitre sur les soins palliatifs, un chapitre sur les enjeux, tous les chiffres qu'on a évoqués, toute vitesse, 174 mots minutes, vous les trouvez très écrits, calmement, scientifiquement. Alors ça, c'est la version courte.
nous avions écrit une version longue qui faisait 450 pages avec 480 notes de bas de page, un vrai travail universitaire. Notre éditeur a dit, là, vous charriez un peu, personne n'achètera 450 pages sur l'euthanasie, suicide assisté. Donc, vous avez droit à la version courte qui se lit facilement. Le livre a eu un prix de lecteur non professionnel, ça veut dire qu'il est lisible, ça nous a fait très plaisir. Et merci beaucoup. Les questions sont ouvertes.